Alors, je vais donner tout de suite la parole à Mathilde, qui est salariée d'un festival de cinéma et qui a commencé à... Enfin, qui est l'une des personnes qui a été... qui était motrice dans une mobilisation récente contre les effets de la réforme de l'assurance chômage sur les conditions de vie, d'abord, des salariés de festivals, et aussi sur l'économie même des festivals. J'avoue que moi, j'étais très surprise, interrogée, enfin plutôt saisie, disons, quand j'ai entendu parler de votre mobilisation, puisqu'on connaît peu encore les effets des réformes de l'assurance chômage, et celle-ci, elle va atteindre directement l'écosystème de la culture à travers les festivals. Donc je laisse la parole à Mathilde. Oui. Bonjour à tous. Donc je suis Mathilde, je travaille depuis 15 ans en festival de cinéma. Donc autant dire que je suis précaire depuis 15 ans. On s'est aperçu, là je travaille pour un festival de cinéma en ce moment qui va se dérouler dans 2 semaines, que je ne vais pas nommer, mais certains vont peut-être comprendre lequel ça va être dans pas longtemps. On s'est aperçu en janvier, quand on a commencé à travailler pour ce festival, qu'effectivement la réforme du chômage allait vraiment nous rendre encore plus précaires. Et surtout qu'on allait peut-être du coup terminer nos emplois. Enfin, on ne savait pas si on pourrait continuer à vivre de ces métiers. Donc on a commencé à se réunir en premier lieu au sein de ce festival entre collègues pour essayer déjà de comprendre ce qu'allait donner cette nouvelle réforme. Pour tout vous dire, on n'a pas tout bien compris, hein, c'est pas clair. On sait juste qu'a priori, les temps de chômage qu'on a entre chaque festival, nos allocations vont être réduites. Donc c'est vrai que ce qui nous permettait avant, entre 2 festivals, de vivre ou on va dire de survivre, là clairement, il faudrait qu'on trouve un autre emploi. Donc voilà. Donc pourquoi pas, sachant que moi, par exemple, je travaille 3 mois ou 15 jours ou 1 mois sur des festivals, et que je fais énormément d'heures sup qui ne sont ni payées ni récupérées. On s'est aperçu aussi au niveau de ces discussions que ce qui posait problème, c'est qu'on a accepté des choses qui sont inacceptables. Voilà. Et c'est cette nouvelle réforme qui met en lumière aussi ces choses inacceptables qu'on accepte en fait depuis des années. C'est-à-dire de faire, sur 3 mois l'année dernière, j'ai fait 1 mois d'heures supplémentaires non récupérées, non payées. Parce que j'aime ce que je fais. Je crois au projet des festivals de cinéma et de la culture en général, de l'ouverture de l'esprit critique, de ce que ça peut amener. Nous, les festivals de cinéma, là, c'est essentiellement des festivals de documentaires et des 3 continents, Afrique, Amérique latine et Asie. Et donc, forcément, c'est pas des blockbusters, c'est de pouvoir faire découvrir d'autres cultures, d'autres manières de filmer. Enfin, voilà. Pour nous, c'est vraiment une ouverture à l'autre qui est essentielle aujourd'hui. On nous parle souvent de métier passion. Alors, moi, autant vous dire qu'à la base, les Excel et les mails, c'est pas de la passion. Si je fais ça, c'est vraiment parce que je crois au projet. Voilà. Et qu'on y croit toutes, parce qu'on est essentiellement des femmes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le collectif dans lequel on est, c'est vraiment beaucoup de femmes et très peu d'hommes. Donc voilà, on va être encore plus précaire. C'est aujourd'hui ce que ça montre aussi. Là, aujourd'hui, on montre donc un collectif qui va s'appeler Sous les écrans la dèche. On est en train d'écrire un texte... On est en train d'écrire un texte aujourd'hui qu'on va essayer de diffuser au maximum dans tous les festivals. On essaye de réunir toutes les adresses, tous les gens qui sont dans le milieu des cinémas, festivals, audiovisuels, pour diffuser au maximum. On a réuni à peu près 500 adresses. Donc là, on attend que les Césars passent parce qu'on a peur que on soit pas sur les mêmes créneaux. Mais voilà, la semaine prochaine, normalement, on va lancer ce texte qu'on a écrit et que tous les précaires des festivals de cinéma, on essaie de s'unir. On va essayer de réunir toutes les personnes. On en parle énormément autour de nous. Quand on parle de rassembler, effectivement,
nous, voilà, c'est venu comme ça, c'est-à-dire qu'au début, on a été à une AG. Au fur et à mesure, on n'est pas du tout syndiqué à la base. On ne sait même pas, enfin, voilà, on n'avait pas conscience de tout ça. On a commencé à en parler autour de nous, aller à différentes AG. Des gens ont été intéressés donc, par ce sujet. Et on s'est dit, en fait, il faut vraiment qu'on se réunisse, qu'on continue. Donc, voilà, nous, on se réunit quasiment, on en parle tous les jours au travail. On se réunit toutes les semaines et on va continuer. Il y a le Festival de Cannes qui arrive. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui vont travailler sur ce festival à l'officiel, Semaine de la critique, quinzaine, acide. On essaye de réfléchir à quelque chose au moment du festival parce qu'on se dit que là, ça aura forcément un impact plus grand que lorsqu'on bosse sur des petits festivals, enfin des festivals pour nous qui sont gros mais qui sont plus méconnus. Le prochain festival sur lequel donc, je travaille, on essaye aussi de réfléchir à des actions. Donc voilà, nous, on découvre aussi, on essaye de réfléchir à des stratégies. C'est des choses nouvelles pour nous en termes de communication, de visibilité. Et voilà, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas, on essaye de réunir le maximum de monde et de parler aussi effectivement de ce sujet, parce qu'on s'aperçoit que plein de gens pensent aussi qu'on est intermittent. Alors nous ne sommes pas intermittents, nous sommes sous le régime général. Les festivals de cinéma, depuis plus d'une dizaine d'années, n'ont plus la licence d'art et spectacle. Donc nous n'avons pas le statut d'intermittence. Voilà. Beaucoup de gens pensent qu'on l'a, mais on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, nous on réfléchit aussi à se dire vers quoi on peut évoluer, vers quel statut, parce que finalement, il n'y a pas de statut qui nous correspond aujourd'hui. Donc évidemment, les gouvernements cherchent à nous amener à de l'auto-entrepreneuriat, donc en gros à payer nos emplois, donc c'est pas du tout ce dont on a envie, ou à faire du bénévolat, c'est-à-dire qu'effectivement les festivals de cinéma au début étaient concrètement faits beaucoup de bénévoles, mais aujourd'hui nous on s'est professionnalisés, on est vraiment des professionnels de notre secteur, de nos métiers, et c'est des choses dont on n'avait pas conscience finalement avant de se réunir. Mais en fait, aujourd'hui, on est des professionnels dans nos métiers. Donc, il n'y a pas de statut pour nous. Donc, c'est à inventer. Et aussi avec les festivals de cinéma et les structures, nos employeurs, parfois avec le secteur public aussi, parce qu'on travaille aussi avec le secteur public. Donc voilà, on essaye tous ensemble de voir vers quoi on peut aller. Sinon, effectivement... ça peut être aussi la mort de certains festivals à un moment donné, et d'où la culture en danger. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui. Merci Mathilde. Est-ce que vous pourriez, simplement pour être très concret, est-ce que vous pourriez décrire à peu près une année de travail pour vous, les périodes de travail et de chômage, pour que ce soit concret sur les effets de la réforme de l'assurance chômage et là où ça va se jouer ? Alors là, je travaille pour 3 mois sur un festival de cinéma. Ensuite, en général, je suis au chômage pendant 2 mois. Pardon, je vous interromps. Vous me disiez sur 3 mois sur un festival, mais la période de pré-festival, c'est du double temps, pratiquement. En fait, il n'y a pas de période sur les périodes de 3 mois, c'est vraiment beaucoup d'heures supplémentaires. L'année dernière, sur 3 mois, j'ai fait 1 mois d'heures supplémentaires, non payées. Voilà. C'est comme si j'avais travaillé 4 mois, mais en 3 mois, en fait. Ensuite, j'ai souvent 2 mois d'arrêt, donc j'essaye soit de bosser dans l'événementiel, donc des fois je fais du cachet intermittent, des fois je travaille dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir. Ensuite, j'essaie quand même d'avoir 1 mois de chômage, parce qu'on a travaillé 4 mois, vous imaginez bien qu'on est fatigué, hein, surtout que la période du festival, en fait, on s'est aperçu, on a calculé qu'on travaillait 3 semaines d'affilée, plus de 10 heures par jour avec 1 jour de congé. Voilà, juste pour vous expliquer un peu comment on travaille. Ensuite, je suis bénévole sur un autre festival de cinéma. Donc évidemment, là, c'est aussi le relais du chômage, ce qui ne devrait pas être effectivement, mais sauf qu'il y a 15 salariés sur ce festival, donc ce festival vit aussi avec des bénévoles. Ensuite, je travaille sur un autre festival 15 jours à peu près, mais là pareil, je fais tellement d'heures que je fais plus de 15 heures par jour. Donc c'est 15 jours de travail, mais c'est beaucoup plus. Et ensuite, je renchaîne tout de suite sur un autre festival pendant 3 mois. Voilà, c'est mon année pour l'instant. Ok, merci. Est-ce que Mathieu du collectif de vacataires de Paris Musée est arrivé ? Non, pas encore. Ok.
Si vous le voulez bien, on lui donnera la parole plus tard. Je vais donner la parole tout de suite à Anne de France Musique qui va revenir donc sur les mouvements de grève à Radio France. J'avoue que autour de moi, quand j'ai évoqué cet après-midi de rencontre autour des mobilisations dans la culture, l'enthousiasme et la curiosité étaient grandes et en particulier sur Radio France, puisque beaucoup de gens sont auditeurs des radios de Radio France. Et au fond, si on a tous entendu parler de la grève, tout le monde ne sait pas pourquoi la grève dure depuis aussi longtemps et a été aussi forte. Donc c'est vraiment extrêmement précieux que Anne, Barbara et ses collègues soient là aujourd'hui pour parler des mouvements de grève à Radio France. Alors bonjour et merci de nous accueillir pour évoquer effectivement cette lutte-là. Il ne s'agit pas de la réforme des retraites, pas encore, mais d'un plan de restructuration stratégique qui frappe Radio France et qui est en train de miner complètement cette maison, de la déstructurer. On restructure, mais en fait on déstructure, on casse tout. Comme on fait dans le service public d'une manière générale. Alors, moi, je suis juste productrice et je parle de musique, donc je ne vais pas avoir un discours politique, mais je suis assez active, j'ai été assez active dans cette grève. J'en parle au présent parce que j'espère qu'elle va rebondir. Elle a été suspendue au bout de 63 jours. 63 jours, c'est exceptionnel. C'est vraiment une grève historique à Radio France. En 2015, on avait fait grève et la grève avait duré à peu près un mois, 28 jours je crois. Et là, 63 jours, c'est quand même énorme. Ce plan de restructuration, en quelques lignes, il est évidemment économique. Il est soi-disant artistique aussi, c'est-à-dire que la ligne, c'est de moderniser l'entreprise, c'est de la numériser, c'est de faire entrer la vidéo, donc c'est de s'éloigner de la radio d'une certaine manière. Alors la vidéo, elle est déjà là, le numérique, il est déjà là. En grande partie, Radio France est complètement numérisée, donc on ne comprend pas très bien pourquoi on demande à l'entreprise autant d'économies, c'est-à-dire 60 millions d'économies à réaliser sur 3 ans, ce qui est quand même énorme. Et dans le même temps, le gouvernement a baissé la redevance publique. Or, cette redevance publique, mais je crois que Laurent, qui est à mes côtés, pourrait en parler encore mieux, parce qu'il s'est vraiment penché sur le problème, c'est une des plus faibles d'Europe. C'est-à-dire que finalement, le gouvernement a fait un peu de démagogie en disant on va demander aux Français 1 euro de moins pour cette redevance publique. Ça fait 27 millions d'euros qui ont disparu et qui ne peuvent pas donc nous aider Radio France à proposer ce qu'elle propose, c'est-à-dire des émissions qui sont quand même de qualité. J'espère que vous les écoutez, ces émissions-là, que ce soit n'importe quelle chaîne. Moi, je travaille sur France Musique, mais évidemment, j'espère que vous écoutez soit France Inter, soit France Culture, soit les autres chaînes. Voilà. Alors, la redevance a été baissée. Oui, j'insiste sur la qualité des émissions parce que ce qui fait la qualité d'une émission de radio de service public, c'est l'équipe qui l'a construit. C'est-à-dire que plus vous réduisez les effectifs, c'est comme à l'hôpital, c'est comme à l'éducation nationale, c'est comme partout, plus vous réduisez les effectifs, plus vous enlevez les soi-disant intermédiaires, c'est-à-dire les métiers intermédiaires qui mettent de l'huile dans les choses, qui font le lien finalement dans les équipes, eh bien, moins vous avez de chances de faire des émissions de qualité. Je prends un exemple. Pour faire une émission en direct ou pour faire une émission enregistrée, il faut quelqu'un qui parle derrière un micro, d'accord ? Il faut un technicien qui pousse les boutons de la console, qui diffuse les disques, et il faut un réalisateur qui sert de jonction entre le technicien et le producteur qui est dans un autre espace en face, celui qui parle derrière le micro. Ce réalisateur, le producteur dit « je veux faire ça, ça, ça ». Il a une conduite pour une émission. Il lui donne cette conduite. Évidemment, tout ça se fait dans le dialogue. Et le réalisateur qui est de l'autre côté de la vitre avec le technicien va guider le technicien et lui dire « voilà, il faudrait que tu passes telle ou telle musique. Là, tu donnes la parole à tel invité, etc. » Et ensuite, voilà, l'émission se construit comme ça.
l'idée de Radio France actuellement, c'est de supprimer le réalisateur sur beaucoup d'émissions. Ça fait un métier en moins. Et alors, ils sont très malins parce qu'ils ont... La novlangue, elle est partout maintenant dans le système de management. Donc, ils se sont dit, bon, il y a un métier en moins, mais on va pas trop insister là-dessus. Puis les gens qu'on supprime, ces réalisateurs et réalisatrices, on va les mettre sur la vidéo ou sur d'autres choses. Tous, non. Hein. Il y a des suppressions de postes. Et j'en arrive aux suppressions de postes. Mais ils sont très malins parce que le technicien qui va rester en binôme avec le producteur, alors qu'on avait une équipe à 3, on passe à une équipe à 2, soi-disant, il va monter en compétence. C'est merveilleux ce terme. Et en fait, il va monter en compétence parce qu'il va faire 2 choses au lieu d'une, c'est-à-dire qu'il va faire son boulot de technicien, qui est déjà un boulot à temps plein, évidemment, et le boulot du réalisateur. Là, je vous ai donné un exemple très concret de la fabrication d'une émission, pour que vous compreniez, parce que quand on ne va pas dans les studios, on ne sait pas comment ça se passe. Alors, suppression d'emplois, c'est là où le bas blesse, évidemment, c'est que la radio n'arrête pas de supprimer des emplois depuis plusieurs années déjà. Je sais pas, il y a 2 ans, il y a 300 personnes qui ont disparu. Là, ces 300 suppressions d'emplois, c'est un plan de départ volontaire. Ce plan de départ volontaire n'est plus à l'ordre du jour, il est transformé en... comment ça s'appelle ? Aide-moi. RCC, c'est-à-dire rupture conventionnelle collective. Voilà. Je suis toujours fâchée avec ce mot-là. Et en fait, la différence n'est pas très nette, elle est même très floue. Et actuellement, puisqu'on a suspendu cette grève, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait qu'un syndicat qui était toujours la CGT de Radio France, qui était toujours sur le préavis déposé le 25 novembre. Et c'est dur de maintenir une grève quand on est un syndicat sur 6, évidemment. 4 syndicats sont en train de négocier avec la direction sur cette RCC, cette fameuse rupture conventionnelle collective. Et en fait, ce qui se dessine, il n'y aura pas vraiment... alors juridiquement, moi je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais ce n'est pas une avancée considérable. Ils vont sauver quelques têtes, ils vont peut-être sauver 20 personnes, 30 personnes, mais ça n'ira pas plus loin. Et actuellement, les négociations sont sur ces quelques postes. Donc, est-ce que c'est vraiment un acquis ? Non, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir faire de la radio de qualité avec des équipes entières. La radio de service public, Radio France, s'est jamais aussi bien portée. Elle a des audiences phénoménales, donc elle va très bien et ils veulent la casser. Donc on ne comprend pas. Grosso modo, j'espère, je suis allée un peu dans tous les sens, mais j'espère avoir été assez claire. Par une suppression d'emplois, il y a, pour le cœur de Radio France, 30 suppressions d'emplois. Donc je pense que là, Laurent peut vous en parler. Bonjour, donc Laurent et ma collègue Barbara, nous sommes au cœur de Radio France. Je voudrais redonner un peu une idée du paysage dans lequel nous nous trouvons, l'audiovisuel public. Vous êtes à l'orchestre de Radio France. Le cœur de Radio France, pardon. Tout à fait. L'audiovisuel public, c'est une dotation de l'État, c'est la contribution à l'audiovisuel public, c'est à peu près 3,7 milliards d'euros. Là-dessus, la radio représente à peu près entre 23 et 25 euros par an. L'entreprise Radio France, c'est à peu près 4600 salariés et collaborateurs. Ce sont 4 formations musicales qui sont donc l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. Le Chœur de Radio France a été fondé en 1947 et jusqu'en 2015, son effectif était de 114 personnes. Nous avons été réduits suite à 2015 et 2016 au mouvement social. Nous avons perdu 24 postes pour être 90 et dans ce nouveau plan stratégique, nous devrions perdre 33 postes pour nous établir à 60, c'est-à-dire quasiment la moitié de ce que nous étions en 2015. Alors, évidemment, comme le langage qu'ils emploient toujours, c'est pour vous sauver. On vient vous sauver. Voilà, c'est un plan stratégique. C'est pas un plan d'économie, c'est un plan stratégique. Donc c'est toujours pour faire du mieux. Donc on réorganise effectivement. Alors à l'ère numérique, il faut faire du numérique absolument. Le projet, l'ambition derrière, on ne sait pas trop à vrai dire. Et même les rapporteurs, le rapporteur M. Leleu, déplore dans son rapport d'ailleurs que les missions de ces plans stratégiques ne sont pas très claires
et ne permettent pas aux collaborateurs et aux salariés d'adhérer à cette ambition, parce qu'on parle d'ambition. Alors quand on leur demande quelle est cette ambition, on va faire beaucoup de choses merveilleuses. Mais alors on nous disait, par exemple au Cœur, on nous disait en 2015, en 2016, en étant réduit à 90, vous n'étiez pas ventable à 114, vous allez faire des choses merveilleuses à 90, on vous le jure. Alors la même chose se produit, étonnamment, aujourd'hui. À 90, on n'a pas réussi à vous vendre, hein. C'est bien dommage. Mais alors à 60, alors là, on va faire des choses merveilleuses, des choses que nous n'avions jamais faites avant. Alors voilà, ça c'est je dirais la philosophie de ce plan stratégique qui touche absolument tous les services de la radio, mais qui touche quand même plus particulièrement, il faut quand même le voir, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les services publics actuellement, ça touche l'opérationnel, c'est-à-dire que les personnes qui font le produit radiophonique, comme à l'hôpital, les personnes qui soignent, les personnes qui sont là, qui sont en contact avec le public, et dans d'autres administrations, mais par contre, on peut constater qu'il y a quand même des strates dans la pyramide salariale de Radio France qui ont tendance à enfler. Ça a même été rapporté... Celle des cadres. Voilà, c'est celle des cadres. Ça a été rapporté aussi à France Télévisions, puisque France Télévisions subit exactement la même chose. Alors, je dirais qu'on applique, avec peut-être un an de retard, à Radio France, qui a été appliqué à France Télévisions, exactement de la même manière. Alors, tout ça dans l'idée et dans le projet de ce qu'on appelle la holding France Média. France Média, c'est une holding qui devrait voir le jour... il devrait être nommé alors on appelle ça une structure légère qui devrait chapeauter France Télévisions, Radio France, mais qui ne touche pas Arte, parce que Arte a dit non. C'est un projet tellement génial que Arte a dit non. Enfin, les Allemands se sont dit, si vous faites ça, nous, c'est terminé. L'amitié franco-allemande en prendra un coup. Et donc... voilà, cette holding, cette structure légère, comme ils appellent ça, sera nommée en 2021 avec un premier conseil d'administration et devrait prendre le pas, en fait, en 2023 réellement. Donc, c'est pour ça que le plan stratégique, ça s'appelle Stratégique 2022, Radio France 2022. Parce qu'après 2022, personne ne le sait. On a même des gens en face de nous qui nous disent... de toute façon, nous, on est là jusqu'en 2022. C'est-à-dire que le but est d'afficher un bilan comptable. Alors, pas seulement comptable. C'est-à-dire qu'ils nous ont quand même, avoué que le bilan n'était pas que comptable, c'était un bilan, il fallait faire aussi des suppressions de postes, absolument. C'est-à-dire qu'ils ont même dit que si on arrivait à faire des économies, parce qu'on leur prouve que ces économies sont tout à fait faisables, avec certains effets leviers, comme l'effet Noria, qui permet en fait de rembaucher, quand il y a des différentiels entre début de carrière et fin de carrière, quand on réembauche des personnes plus jeunes, on obtient le gap entre la rémunération de fin de carrière et début de carrière, permet de faire des économies. Donc on leur a prouvé qu'on pouvait faire ces économies. Eh bien non, ils nous disent que de toute façon, même si on arrivait à faire ces économies sans suppression de postes, il faudrait de toute façon supprimer derrière. Voilà. Donc nous en sommes là. Et dans ce plan stratégique, le cœur de Radio France paie le plus lourd tribut, en fait. Le plus lourd tribut. Et alors on essaye de faire valoir 72 années d'existence, l'excellence du cœur, la reconnaissance internationale, l'attractivité pour des artistes qui viennent de tous les pays du monde, de tous les chefs qui viennent nous diriger. Mais toujours ce mépris qui nous est opposé en nous disant « mais vous n'êtes plus vendable, vous n'êtes plus dans l'air du temps, vous n'êtes plus dans l'esthétique actuelle ». Alors moi, je voudrais bien le croire, mais le problème, c'est que le chœur déplace les foules quand nous sommes avec l'orchestre, qui est une des premières vocations du chœur de Radio France, c'est de faire ses concerts avec les orchestres, avec les ensembles maison. Et alors là, les salles sont pleines. On a beau être 90, 114, les salles sont pleines. Mais non, ça n'a pas l'air de les convaincre. Alors, moi, j'ai un peu une double casquette parce que j'ai fait mon début de carrière en tant qu'ingénieur du son. J'ai fait Vaugirard Louis Lumière. Et donc, j'ai travaillé dans l'audiovisuel public d'une manière générale, à France Télévisions, entre autres. Moi, quand j'ai fait mes études, la radio, c'était mort. C'est-à-dire que nous, on disait la radio, ça va disparaître. C'était l'avènement d'image, tout pour l'image. La radio va disparaître. Or, il se trouve que la radio n'a pas disparu, résiste très fortement, que le groupe Radio France a
affiché des records historiques d'audience. Je pense qu'une des explications, c'est que la radio, c'est le média du en même temps. Je suis désolé de le dire, mais c'est quelque chose, c'est un média dont on peut profiter en faisant d'autres choses, alors que les écrans accaparent. Or, dans son quotidien, tout le monde n'a pas ce temps de disponibilité pour l'écran. Donc la radio résiste pour ça, et je pense que la radio, dans ses podcasts, la radio linéaire aussi est très importante, parce qu'elle nous structure, chacun de nous. Je pense que si demain tout est axé sur la délinéarisation, comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, c'est un peu comme, je dirais, comme quand on mange n'importe quoi, n'importe quelle heure. Pour moi, on va arriver à la malbouffe audiovisuelle. Je pense que le risque, c'est ça. Alors bien sûr, les podcasts sont des outils extraordinaires. Je pense que c'est un complément absolument nécessaire qui est en train de se développer. C'est pas pour rien que Radio France, d'ailleurs, est leader des podcasts et représente, je crois, à peu près 3% du trafic mondial de podcasts sur iTunes. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un lien social, c'est un lien de découverte. C'est aussi pour tout le monde écouter des choses auxquelles peut-être... Je dirais le problème de Spotify, de toutes ces plateformes, c'est qu'elles vous proposent des choses qui correspondent à votre goût. Or, je pense que la curiosité, le vivre ensemble, c'est aller vers l'autre et découvrir d'autres formes. Et je pense que la linéarité de la radio, c'est cette curiosité qui s'offre à vous, qui demain, si on perd ça, ne sera plus là. Et je pense qu'on perdra quelque chose. Mais c'est leur obsession, voilà, le numérique, l'image, absolument, faire de l'image... Alors moi j'aime bien, il y a des choses intéressantes sur YouTube, mais il y a des fois j'ai pas besoin de l'image. Et puis en plus à France Télévisions, ils ont des studios qui sont vides. Parce que quand France Télévisions a été restructurée, quand la SFP a été vendue à un actionnaire privé, on a fait passer un peu les pilules en disant vous allez avoir des nouveaux locaux magnifiques avec des studios extraordinaires, on va faire plein de choses dedans. Ils ont fait pas grand-chose, les élections, le soir 3 et le journal de 20h. C'est à peu près la seule chose qu'ils ont fait parce que, parallèlement, ils ont continué à donner à l'actionnaire privé qui était avant public, la SFP qui est devenue Euromédia, ils ont continué à donner des productions. Et aussi, il y a eu tous les animateurs-producteurs qui sont arrivés. Donc les animateurs-producteurs ont dit écoutez, moi je veux bien venir sur votre chaîne, mais il va falloir me donner un peu de production à faire. Et c'est une des différences aussi avec Radio France, c'est que Radio France produit tous ses contenus, absolument en interne. Mais là aussi, on peut craindre que dans la logique qui est la leur, et qui est finalement calquée sur France Télévisions, petit à petit vont apparaître des prestataires extérieurs pour tout. C'est la peur qu'on peut avoir. Donc la grève à Radio France, c'est pour continuer à dire... la radio de qualité, l'autoproduction de qualité nécessite des moyens humains et des moyens financiers. C'est un outil important de la collectivité, de l'intégration sociale et du vivre ensemble. 25 € par an et par personne. Est-ce que ça ne mérite pas peut-être 26 ? Parce que la redevance, c'est 139 €. La Slovénie, je ne vais pas dire de bêtises, excusez-moi, je ne voudrais pas dire de bêtises. La Croatie est à 137 €, la France 139, mais on rend 1 € aux contribuables. La Slovénie 153. Le Royaume-Uni est à peu près à 185 et on prend la BBC comme référence mondiale pour l'audiovisuel. Et c'est d'ailleurs la manière dont ils vendent le projet France Média. C'est pour faire une BBC à la française, sauf que sur la BBC, il n'y a toujours pas une seconde de publicité. Mais bon. Et donc la BBC est à 185 €, l'Autriche à 206, l'Allemagne à 210 et le Danemark à 338 €. Donc voilà, l'audiovisuel a un coût, un budget, il faut l'assumer, il faut se poser la question dessus, et aussi se poser la question de qu'est-ce que l'on veut au bout. C'est-à-dire, est-ce que la télévision qui a marché dans les pas de la télévision privée n'est pas une impasse ?
les gens se posent la question, pourquoi je paye une redevance pour avoir de la pub, effectivement. Et je pense que Radio France, qui était protégée jusqu'à présent, est malheureusement en train de suivre ce chemin-là. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Voilà. Je vais passer la parole à ma collègue, Barbara. Alors, Barbara, oui, pardon. Alors, Barbara, ou l'un de vous, peut-être, si vous pouvez également nous informer sur la manière dont la grève a été reçue, j'allais dire les effets, mais alors les effets sont modestes, je crois. Donc, sur la manière dont elle a été reçue, perçue, à la fois par la direction, et puis surtout comment elle est vécue aujourd'hui. Anne, vous disiez, j'espère, j'en parle au présent parce que j'espère qu'elle va être relancée. Donc, je sais que beaucoup de salariés de Radio France qui n'avaient jamais été en grève se sont mis en grève à cette occasion, beaucoup de néo-grévistes. Donc, où vous en êtes, où ça en est aujourd'hui? À la fois, comment ça a été reçu, perçu, et puis où vous en êtes aujourd'hui? La question de la grève est toujours compliquée. Alors, moi, je suis italienne, par exemple, ça n'existe vraiment pas, mais nulle part, 63 jours de grève. Alors, déjà, quand on est en troisième, ils disent « Waouh, les Français, vous êtes forts !» Et le problème est que, par exemple, pour le chœur, de faire grève, la question qu'on se pose est « On fait grève sur des répétitions. Ça sert à quoi ?» Alors, niveau visibilité, il n'y en a pas. Oui, on se dit c'est pour faire des chiffres pour la direction. Mais l'impression qu'on a, c'est que la direction n'a rien à cirer de nous. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Parce que ça fait déjà un long moment qu'ils essayent de... Alors nous, ça fait 5 ans qu'on est dehors parce qu'il y a ces travaux de réhabilitation. Donc nous, on répète à la scène musicale. Donc tous les bureaux, les services à Radio France, il faut les rejoindre. Ils ont fait des travaux. On a 2 salles de concert. Une où la place du chœur ne peut pas accueillir, même pas les 90 qu'on est encore, on ne sait pas jusqu'à quand. On n'a pas de salle jusqu'à il y a un an. On avait le droit, sur plan, c'était une salle dédiée au chœur une fois les travaux terminés. Donc, on parle de à venir. Et finalement, ils nous ont dit, non, vous savez, parce que on a besoin de cette salle, justement, pour les vidéos, pour faire aussi des choses qui passent à la télé. Donc, non. Et on va où? On a proposé différentes choses. Non, là, il y aura la cafétéria. Là, non, il y a un restaurant. Là, non, il y a la chaudière. Bon, des trucs comme ça. Donc, il y a la place pour tout, mais pas pour nous. Donc, quand le directeur vient nous dire, justement, qu'on n'est pas vendable, qu'il ne sait pas comment faire avec nous, le sentiment, c'est un peu... on ne sait plus quoi faire. Donc, la grève, c'est... Le seul moyen, peut-être, et peut-être il faudrait trouver d'autres solutions plus modernes, mais il faut y réfléchir et on n'a pas encore la solution. Et la seule chose un peu visible, c'était de ne pas faire les concerts. Donc, quand on est tout seul, ça frappe parce que les gens arrivent et il n'y a pas de concert. Mais quand on est avec les orchestres et où on chante 9 minutes dans un concert, oui, on fait grève, mais... Ils suppriment notre morceau et le concert, ça se fait quand même. Donc, les gens, à la longue, ils te disent « Ouais, mais on perd du salaire pour rien, la direction n'a rien à foutre, le concert, ça se fait de toute façon. » Ça devient compliqué, surtout parce que ce plan de départ volontaire, bon là, il a changé de nom, mais bon, c'est toujours de dire « Mais non, on ne vous oblige pas. » Oui, on ne nous oblige pas, et alors tout ce bordel, c'est fait pour rien, quoi. Il y a quelque chose qui ne marche pas, on ne comprend pas. Et le fait qu'elle soit volontaire et d'ici au 2022, ça devient une très très longue période. Et donc, forcément, c'est impossible de penser de poursuivre dans une grève d'ici au 2022. Bien évidemment, on est très content d'être arrivé à 63 jours, même des moments plus de grève, des moments moins de grève, plus visible, moins visible. On était très très fiers quand même d'avoir un peu pourri le vœu de Madame la Présidente. Ça, c'était pas mal. Mais à part ça, voilà, l'opéra, il a eu plus de visibilité. Ils étaient devant le parvis. Nous, on est un peu éloignés aussi. En plus, on n'est pas là. En plus, on n'est pas toujours d'accord avec les orchestres. C'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je pense qu'il faut être positif. Ah oui. Moi, j'y crois encore. Enfin, j'ose y croire. Je pense qu'il faut... Ouais, je parle tout le temps dans le micro, mais il ne veut pas marcher.
je connais un peu les micros. Mais là, il ne veut pas marcher. Voilà, ça marche. Donc, je crois qu'il faut vraiment que les luttes convergent. Enfin, c'est un mot consacré, mais on a fait une AG interprofessionnelle derrière la radio. C'était sur le parvis de la radio. Il n'y avait pas beaucoup de monde, malheureusement, mais il y avait quand même quelques métiers qui étaient là, quelques institutions, quelques représentants syndicaux. Je pense qu'il faut qu'on soit ensemble. Il faut que les jeunes prennent le relais des vieux. Il faut que d'autres, la fac, prennent le relais de la radio et que la radio revienne après en force. Parce que de toute façon, c'est un combat qui s'inscrit dans la durée. Enfin, moi, j'en suis vraiment persuadée. Bien sûr qu'en face, rien ne bouge. Rien ne bouge. C'est comme les amendements en ce moment, on le voit bien, enfin tout piétine. Et donc c'est une guerre d'usure. Je ne suis pas du tout politique ni quoi que ce soit, mais je vois bien ça, je l'analyse comme ça. C'est une guerre d'usure, donc il va falloir tenir. Et donc plus on sera nombreux, et plus on sera, plus toutes les institutions et tous les organismes qui forment la société française seront en lutte. Et voilà, plus on aura la chance, et plus on sera nombreux dans la rue aussi, plus on aura la chance peut-être de se faire entendre. Je suis d'accord avec l'intervention de la dame, mais il faut inventer d'autres modes d'intervention. Alors, le court-circuit des vœux, c'était une invention, je crois que c'est 15 personnes qui l'ont imaginé la veille pour le lendemain. Hein. C'est-à-dire qu'à une AG, il y avait un petit comité de mobilisation qui s'est distingué. À la fin d'une AG, on a envie de faire autre chose que des AG. On a envie de faire autre chose que des manifs. On voudrait mener des actions un peu spectaculaires qui perturbent le ronronnement et le fonctionnement, le ronron des réunions, des négociations, etc. Donc, inventons des choses. On était une quinzaine dans ce comité de mobilisation et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Demain, Sybille Veil présente ses vœux. Il faut faire quelque chose. On ne va pas la laisser présenter ses vœux. C'est d'ailleurs un peu inconscient de sa part d'être venue dans ce climat. Hein. Bon, et du coup, l'idée est venue, le chœur étant très très meurtri dans sa chair, mais attention, il n'y a pas que le chœur de Radio France, les orchestres perdent régulièrement des musiciens, les techniciens, il y a beaucoup de suppression d'emplois des techniciens, des réalisateurs, ça je l'ai dit. Moi je suis productrice, nous on est à part, on est intermittents en fait, on est des intermittents sur des grilles qui se renouvellent ou pas. Donc on est à part, on n'est pas compté dans les 4500 salariés de Radio France, les gens qui sont derrière le micro, sauf les journalistes de France Inter, hein, là c'est un peu différent, mais les producteurs comme moi, comme beaucoup de producteurs de France Culture, on n'est pas compté dans la masse salariale de Radio France, donc on est un peu à part. Mais donc globalement, s'il y a moins de techniciens, s'il y a moins de réalisateurs, moins de musiciens, moins de choristes, moins d'administratifs, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs aussi qui sont menacés par ces plans, je pense qu'il y aura moins de producteurs aussi, et il y aura moins d'émissions. On parle beaucoup, pour compléter ce que Laurent disait tout à l'heure, on parle beaucoup de podcasts natifs à la radio. C'est devenu le concept à la mode, c'est-à-dire qu'on fait des émissions uniquement pour le web. Et elles ne passent plus du tout sur la chaîne hertzienne. Et ça, si on multiplie... C'est formidable, j'ai rien contre si ce sont des vraies émissions. Mais ça veut dire que si on développe ça, il n'y aura plus de chaîne hertzienne. Et ce que je voudrais dire là, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai participé à pas mal de réunions interradio dans le cadre de mon métier, puisque je m'intéressais aux musiques de création, donc tout ce qui concerne la musique d'aujourd'hui, c'est que toutes les radios hertziennes qui disparaissent dans le monde et en Europe, elles ne reviennent jamais. Et il y a beaucoup de radios qui ont été cassées de cette manière. Radio-Canada, dans le nord de l'Europe, il y a une radio, je ne sais plus si c'est la radio suédoise, qui a disparu. Et c'est vraiment une fin de non-retour, quoi. On ne revient pas en arrière. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on perd avec ces radios-là, parce que sont quand même des bijoux, quoi. Voilà. Merci. Oui. Pour compléter ce que vient de dire Anne, je pense que la convergence des luttes est essentielle dans la mesure où les mécanismes qui sont mis en application sont exactement les mêmes. Les logiques comptables qui sont derrière, et pas seulement comptables, mais idéologiques, purement idéologiques, qui sont mises en œuvre, sont exactement les mêmes, quelles que soient les institutions. Donc il y a, je dirais, notre seule chance, c'est la convergence des luttes, effectivement, pour avoir une visibilité et pour essayer d'endiguer ce qui est en train de se passer.
Parce que ces personnes-là, de toute façon, on le sait, hein, ils pratiquent l'endogamie sociale, ce sont des personnes qui sortent à peu près des mêmes endroits. Donc c'est même plus une question politique de gauche ou de droite, c'est une question de sélection par le niveau d'études et de provenance culturelle. Merci. Je vais tout de suite, sans transition, donner la parole à Mathieu, qui est arrivé et qui est membre d'un collectif des vacataires de Paris Musée et qui va revenir sur les raisons de leur mobilisation et les formes qu'elle a prises récemment. Bonjour. Alors déjà, merci à Nathalie, à Culture en Lutte pour l'invitation, et puis merci aux grévistes surtout, sans qui on ne serait pas là, tout simplement. Avant de vous présenter le collectif, je dois vous présenter Paris Musée. Donc, c'est un établissement public qui regroupe 14 sites et musées différents, notamment les Catacombes, le musée d'art moderne de Paris, le Petit Palais, le musée Carnavalet, le musée Bourdelle, etc. À l'origine de notre collectif, il y avait tout d'abord un sentiment assez partagé parmi les vacataires du musée d'art moderne de Paris, en abrégé le MAM, que certaines choses n'allaient pas dans notre travail au musée et dans nos rapports avec nos supérieurs. Le 28 novembre 2019, une semaine avant la journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, la CGT Paris Musée a organisé une réunion au MAM à laquelle 4 vacataires se sont inscrits. Cette réunion se déroula dans le réfectoire et une dizaine de vacataires en pause à ce moment-là l'ont suivi. Cet échange nous a permis d'alerter le syndicat sur certaines pratiques et de nous faire comprendre, à nous vacataires, l'importance des questions que nous avions soulevées. Le mercredi 4 décembre, une quinzaine de vacataires du MAM, soit au moins un tiers des vacataires de ce musée, s'est déclaré gréviste pour la journée du lendemain. Et la CGT de Paris Musée nous a d'ailleurs dit qu'on était les seuls parmi les vacataires de tout Paris Musée à avoir fait grève ce jour-là. Le soir du 4 décembre s'est tenue la première réunion entre vacataires du MAM. Donc, après cette première mobilisation et ce premier échange, nous avons décidé de faire une autre réunion le samedi 7 décembre. C'est à partir de celle-ci et durant les suivantes que nous avons identifié ensemble les problèmes liés à notre travail et que nous avons dessiné 2 perspectives. D'une part, résoudre tous les problèmes que nous rencontrions en interne au MAM, à savoir le manque de formation, notamment en sécurité. Donc le cadre légal impose une formation en sécurité pour les agents de Paris Musée et on n'a absolument pas eu de formation en sécurité, en tout cas au musée d'art moderne. Le manque d'espace pour se changer, les rapports tendus avec certains supérieurs, etc. En essayant d'obtenir un rendez-vous avec nos supérieurs pour discuter directement de tout cela. C'était notre but initial. De l'autre côté, la deuxième perspective était de remettre en question l'origine même de nos difficultés, c'est-à-dire le statut même de vacataire. Pour rappel, on va faire un petit peu de droit. Selon le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, article 1, un vacataire est une personne à laquelle l'administration fait appel pour exécuter une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. Par exemple, l'administration peut recourir au vacataire pour les motifs suivants. La tâche à accomplir est ponctuelle et ne nécessite pas d'engager un agent non titulaire par contrat. La tâche présente un caractère d'urgence et l'administration ne peut pas répondre autrement qu'en faisant appel à un intervenant extérieur. Le vacataire est rémunéré à la vacation, c'est-à-dire à la tâche. Le terme vacataire est souvent utilisé à tort pour désigner un agent public contractuel rémunéré sur la base de vacation, c'est-à-dire généralement à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Dans ce cas, l'agent travaille de manière régulière pour l'administration. Pour le point, il s'agit généralement des agents employés de manière continue sur des emplois à temps incomplet ou non complet, ou employés de manière discontinue à l'occasion de certaines périodes, notamment les vacances scolaires. Nous, on est employés pour des expositions temporaires. Et Paris Musée nous explique que les expositions temporaires représentent un pic d'activité exceptionnel. Donc je ne sais pas pour vous, mais pour moi, une exposition temporaire n'a rien d'exceptionnel dans un musée en fait. La vacation est donc définie selon 3 critères définis par la jurisprudence. La spécificité de l'acte pour lequel le ou la vacataire est recruté, donc son caractère exceptionnel. La discontinuité dans le temps de la relation entre la collectivité et l'agent. Et la rémunération attachée à l'acte. En parlant d'exception, normalement, les vacataires représentent une part marginale du personnel de Paris Musée.
alors que nous, on représente 40 à 50% des agents, en tout cas dans les 2 plus gros musées de Paris Musée, à savoir le musée d'art moderne et le Petit Palais. Donc voici concrètement ce qu'implique la vacation pour nous. C'est le paiement du premier salaire au bout du 2e mois. Par exemple, j'ai commencé le 1er octobre, mon premier salaire est tombé le 26 novembre. Et toutes les autres payes perçues sont en différé d'1 mois, car la vacation est payée à l'acte, etc. À Paris Musée, ça représente des carences de 6 mois entre 2 contrats, empêchant les vacataires de travailler, c'est-à-dire que si on veut être renouvelé, on ne l'est pas directement, on l'est après 6 mois d'attente. Et avec les contrats qu'on a actuellement, on ne peut pas toucher le chômage, bien sûr. Ça implique également l'absence des congés payés, l'impossibilité d'exercer les fonctions à temps partiel, et de fait, des temps incomplets sont imposés aux agents vacataires, l'absence de droit à la formation, l'absence de complément obligatoire de rémunération, et l'absence de prime du dimanche ou de prime d'insalubrité aux catacombes qui est inférieure à celle des titulaires. Les titulaires aux catacombes touchent, je crois, 140 € de prime au suaire parce qu'il y a des os dans les catacombes, et les vacataires touchent cette même prime, mais pour 40 €, alors qu'ils font exactement le même travail. Nos revendications et les moyens de les diffuser. Donc, nous avons discuté du statut de vacataire et nous avons constaté que nos vacations sont en fait des CDD déguisés. Paris Musée s'appuyant sur le décret de 88 pour nous faire des contrats privés de droit. Nous avons donc dégagé ensemble 4 revendications. La première, le paiement du premier salaire dès la fin du 1er mois, je crois que c'est un peu la base quand même. Le deuxième point, l'extension de la durée des vacations actuelles à 6 mois pour peut-être toucher le chômage. Le troisième point, c'est le renouvellement sans carence. Et le 4e point, c'est le renouvellement en contrat à durée déterminée et requalification en CDI, auquel s'est ajouté une 5e naturellement, à savoir l'ouverture de postes de titulaires. Car je ne sais pas, je vais pas terminer. Pardon ? Merci. Donc on a proposé 2 idées pour essayer de changer les choses. D'abord, on a rédigé une pétition qui contenait un résumé de notre situation et nos revendications, moyen par lequel nous nous ferions connaître et nous pourrions appuyer notre démarche. À l'heure actuelle, elle a recueilli plus de 900 signatures. Et avec cette pétition, on a voulu rédiger une lettre ouverte, plus longue et plus dense, à destination de Madame Lévy, Delphine Lévy, qui est la directrice de Paris Musée, de Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, et de Monsieur Christophe Girard, son adjoint à la culture et président de Paris Musée. Pour diffuser tout cela, nous avons fait des passages répétés dans les différents musées de la ville de Paris pour rencontrer les personnels, vacataires comme titulaires et titulaires stagiaires, pour faire signer la pétition aussi, et aussi pour diffuser des tracts sur nos conditions de travail, nos revendications et nos actions. On a créé aussi un compte Twitter, donc je vous invite à nous suivre, notamment Collectif de vacataires Paris Musée, et une page Facebook. On a participé à différentes assemblées générales pour témoigner, notamment l'intersyndicale de la ville de Paris, les assemblées générales de Art en grève, et on a aussi contacté des journalistes et des élus. Concernant nos actions, on a participé aux manifestations nationales contre la réforme des retraites. Donc les travailleurs précaires seront les plus impactés par les réformes actuelles, celles des retraites ou encore celles de l'assurance chômage. Le combat mené contre les projets du gouvernement est pleinement le nôtre, et nous nous sommes associés chaque fois aux manifestations dans cet esprit. Ensuite, on s'est aussi réunis en assemblée générale le 21 janvier 2020. Nous avons décidé d'un premier rassemblement devant la mairie de Paris le samedi 25 janvier, où on était à peu près une 60aine de personnes. On a fait aussi un second rassemblement le 3 février, et on a aussi perturbé une réunion publique de M. Christophe Girard le 5 février 2020. On a aussi fait un petit piquet de grève devant le musée d'art moderne le 6 février, le lendemain. Pour le moment, nos résultats, c'est qu'on a été reçus 2 fois. Une première fois par la direction de Paris Musée, à savoir Madame Delphine Lévy et sa directrice des ressources humaines, avec la présence aussi du cabinet de Christophe Girard.
Et on a eu une deuxième réunion le 19 février avec Christophe Girard, en présence de Madame Lévy, de la DRH de la ville de Paris également. Ce qu'on nous a annoncé à l'issue de cette seconde réunion, c'est l'envoi d'un courrier du directeur régional de Pôle emploi afin de clarifier le traitement de nos déclarations de ressources, parce que comme je vous le rappelle, on est payé avec un mois de retard, et ça peut poser problème par rapport à la CAF et à Pôle emploi, qui peuvent nous sanctionner en croyant qu'on fait des fausses déclarations. Et la deuxième annonce, c'est le possible renouvellement des agents actuellement en poste pour les prochaines expositions de l'année, soit dès avril 2020. Ce renouvellement ne serait possible qu'une seule fois. Si cette annonce était suivie des faits, elle constituerait une avancée par rapport à l'état précédent des discussions. Une première réunion avec la direction générale et les DRH, il y a 2 semaines, avait mis en évidence que la précarité inhérente à notre statut actuel était encore aggravée par la politique de recrutement de Paris Musée, qui a fait le choix de renouveler en permanence le vivier de vacataires, selon les termes employés par Delphine Lévy face à nous lors de notre réunion. Mais rien ne garantit pour le moment que les 53 personnes qui se sont portées à notre connaissance seront effectivement prioritaires pour un renouvellement, parce qu'on a monté une petite liste alors pas 53 mais 55 personnes qui voudraient être renouvelées parmi les vacataires. Et il n'y aura pas de discrimination à l'encontre de celles qui se sont engagées dans le mouvement social contre les retraites. Nous avons la liste nominative, nous l'avons partagée auprès de M. Girard et lui demandons de garantir leur renouvellement effectif, et ce, sans période d'essai. Et pour finir, nos perspectives, nos contrats arrivent à échéance au 1er mars, donc c'est bientôt la fin de nos contrats. On souhaite relancer Paris Musée pour avoir des garanties supplémentaires pour le renouvellement des vacataires, organiser des actions de visibilisation pour faire avancer ce point-là. On compte aussi faire une diffusion dans les musées de Paris Musée pour se faire connaître auprès des nouveaux vacataires, qui sont des nouvelles têtes forcément. Et la mise en place d'un livret d'accueil des vacataires avec la CGT, qui est écrit conjointement avec la CGT pour informer les vacataires des luttes et de leurs droits. Ce qui reste le plus important pour nous, c'est l'abolition du statut de vacataire. Et cette abolition reste à l'ordre du jour, plus que jamais. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour l'invitation. Merci. Merci infiniment. Combien êtes-vous en tout? Juste pour répondre factuellement à cette question. De vacataires de Paris Musée en tout, on estime qu'on est environ 150 actuellement. Environ 400 agents. Merci Mathieu. Donc je vous cédais la parole, je vous donnais la parole peut-être un peu brutalement, sans transition. Au fond, vous l'avez fait naturellement, je dirais, parce qu'on voit bien là, d'après ce que vous décrivez, enfin le tableau sinistre que vous décrivez de vos conditions d'emploi et de travail, et donc on devine d'existence également. On voit bien qu'on est au cœur là de l'objet des réformes néolibérales, et qu'il y a comme une continuité, comme un objet, comme quelque chose qui se dessine à l'horizon des réformes qui s'appliquent un peu partout, et à Radio France en particulier, qui est de créer un peu partout des salariés hyper précarisés, auto-entrepreneurs, autonomes et asservis au maximum. Je vais donner tout de suite la parole à Tristan du CCN du Ballet de Lorraine, qui va donc à son tour revenir sur une mobilisation qui pour le coup est moins visible sur le plan sur le plan médiatique, pardon, et donc sur lequel on est très curieux de vous entendre. Ok, bonjour. Donc, je suis danseur au Ballet de Lorraine. Par ailleurs, je suis aussi syndiqué et militant au SFA, syndicat français des artistes interprètes, qui fait partie de la fédération CGT Spectacle, ils sont plus là, dans laquelle fait partie aussi les collègues du SNAP, Clément et je sais plus, enfin bref. Donc peut-être rapidement, le Ballet de Lorraine, donc CCN, Centre chorégraphique national. Donc des CCN, il y en a je crois 19 en France. Certains d'entre eux, pas beaucoup, je crois 3 ont des troupes, 4, merci, ont des troupes permanentes. Donc nous au Ballet de Lorraine, on est 24 danseurs et danseuses permanents.
environ 50 salariés. On est subventionné principalement par l'État, mais aussi par la ville et la région, mais on relève du droit privé parce qu'on est une association subventionnée de fonds publics. Un peu pour expliquer en gros. Donc les danseurs et danseuses, la question de la retraite, souvent on sait d'avance que ça va être compliqué, parce que déjà avant ça, il y a la reconversion. Donc quand on décide de faire cette carrière, on a déjà plutôt en tête la reconversion, donc la retraite on n'y pense même pas. Et pour beaucoup, on se dit, on sait même pas trop ce qu'il y a à défendre parce qu'on n'y compte pas trop. Néanmoins, en juillet dernier, le rapport de Levoy est sorti, et donc j'ai organisé plusieurs réunions au ballet, et c'était l'occasion un peu aussi de comprendre ce qui nous attendait, mais aussi ce qu'on avait, parce que puisqu'on pense qu'on n'y aura même pas droit, on n'est pas toujours trop au courant de qu'est-ce qu'on a. Et donc c'était l'occasion de sensibiliser quand même pas mal sur le fait que, alors ok, c'est compliqué, nos carrières sont précaires, néanmoins il y a quand même des choses intéressantes, qui sont vraiment mises en danger par cette réforme. Donc voilà un peu où ça a commencé, pourquoi est-ce qu'il y avait un peu sujet à mobilisation. Dire aussi que ce qui est pas évident, c'est qu'il n'y a pas une grande culture syndicale dans notre secteur. En tout cas au Ballet de Lorraine, moi ça fait 12 ans que j'y travaille, il n'y a jamais eu de représentation syndicale. Moi je suis tout récemment délégué syndical, donc il n'y a pas non plus quelque chose un relais à faire. En fait il fallait plutôt construire tout ça, c'était pas évident. Donc voilà, à l'approche du 5 décembre, forcément on a voulu nous mobiliser. Ensuite, sous quelle forme? Alors on est permanent, la plupart sommes en CDI. Par contre c'est vrai qu'on a des périodes là où il y a pas mal de turnover, on a beaucoup de CDD, donc des personnes qui ont vraiment peur pour leur job, pour la potentielle basculement en CDI. Donc c'était pas évident, beaucoup avaient peur en fait du coup de s'exposer. Et puis aussi, c'est vrai qu'on est, les danseurs, on a aussi beaucoup d'étrangers parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue, on travaille facilement dans différents pays, donc je dis pas forcément que ça justifie qu'on s'implique pas, mais c'est, je pense, pour moi, une des explications pour lesquelles c'était pas non plus évident au Ballet de Lorraine d'avoir une mobilisation plus forte, à savoir d'aller jusqu'à faire grève et annuler les spectacles. Donc j'accélère un peu, mais donc oui, on n'a pas de régime spécial, on est au régime général, même si certains, on va avoir des intermittents, des personnes qui sont, pardon j'embrouille, bref. T'inquiète, c'est cool. Ok. Ouais. Oui, un petit point quand même spécifique à notre secteur, c'est dans la culture, il est possible de faire un abattement de 25% pour le calcul des cotisations. C'est-à-dire on peut, pour calculer les cotisations, on les prend de notre brut, on l'abat dans 5%, et donc ça permet, tout de suite dans l'immédiat, d'avoir un peu plus de net, mais surtout des grosses économies, surtout une baisse du salaire différé, une baisse du salaire dans sa totalité si on considère le salaire direct et indirect. Et donc c'est une pratique qui est beaucoup faite, parfois avec peu de pédagogie. On nous dit juste signe ça et tu auras 30 € de plus sur ton net, sans forcément, ça peut être un peu plus, ça dépend, mais sans savoir que ça aura des impacts sur tous les droits, notamment le chômage, la retraite, etc. Et donc ça aussi c'est un point, déjà avant cette réforme où on n'est pas beaucoup informé, les artistes ou ceux qui sont en tout cas qui peuvent avoir ce choix. Mais dans un système où on a une pension calculée sur les 25 meilleures années, si on a pendant quelques années pris l'abattement, ça peut ne pas trop se faire ressentir lors du calcul de nos pensions. Et là, c'est vrai qu'avec un système par points, chaque année va compter, et donc ça peut avoir des conséquences assez... C'était aussi un point plus spécifique pour notre secteur. Donc, la mobilisation. Ce qui est compliqué aussi par rapport à la grève, c'est que assez vite la question s'est posée de est-ce qu'on annule un spectacle ou pas, parce que faire 2-3 jours de grève si c'est avant un spectacle, si on n'a pas les répétitions qui permettent de le faire correctement, ça peut impliquer l'annulation du spectacle nécessairement. Donc c'était ces discussions-là qui ont fait que c'était pas toujours évident de se convaincre d'aller à la grève, même si c'était pour une journée.
Un détail aussi, au Ballet de Lorraine, on n'a pas de lieu qui accueille le public, on n'a pas de plateau. Donc ça veut dire aussi qu'on est... Bon voilà, on fait seulement des spectacles en tournée. Bon, c'est aussi un élément. Et donc ce qu'on a quand même remarqué, c'est que la très très grande majorité, voire même la totalité des salariés souhaitaient néanmoins se mobiliser. Et donc ce qui a été décidé, c'était qu'on allait prendre la parole en bord de plateau, sur chaque spectacle, parfois tracté si on pouvait, mais ça dépend aussi. Bref, donc on a fait ça encore hier à Nantes. Ça, c'était quelque chose qui a vraiment plutôt fait l'unanimité. Voilà, et puis donc on a vu l'Opéra de Paris danser sur le pavé de l'opéra. Et puis j'ai commencé à aussi participer aux AG Interpro à Nancy qui ont mis du temps à se mettre en place, mais qui étaient vraiment intéressantes. Et donc là, ah oui aussi, parce que bon, c'est un peu mélangé, mais je veux aussi faire les louanges de la grève, même si c'est pas tout, enfin même si on peut se dire est-ce que c'est quelque chose ou quoi, ben en tout cas ce qui est super intéressant c'est toutes les rencontres qui se font et voilà, moi je suis vraiment très, très content de tout ce que j'ai pu toutes les rencontres que j'ai pu faire à Nancy, parce que c'est vrai qu'au niveau culture c'est hyper excitant de voir ce qui se passe à Rangrève, etc. Ben, à Nancy c'est pas trop ça, enfin bref. Donc voilà, des AG interpro, des personnes, notamment une cheminote, nous a dit vous voulez pas faire un spectacle, et puis un peu hésitant, je sais pas quoi, enfin bref. Finalement on s'est motivé, on a fait un spectacle en manifestation dans la rue à Nancy. On a réussi à négocier un truc avec la chorégraphe avec qui on bossait pour qu'elle nous laisse y aller. Oui, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais sachez aussi que c'était assez compliqué et que c'est encore assez compliqué la gestion avec la direction et notre mobilisation. Bon, bah voilà, on est subventionné principalement par le ministère. On sent un gros, bon, je dirais une obstruction au droit de grève, mais en tout cas une volonté de, parce qu'il n'y a pas de culture vraiment de grève ou syndicale au ballet, de directement rappeler à l'ordre toute tentative un peu de désobéissance. On a été un peu stigmatisé ceux qui veulent faire des actions en disant comme si le fait de lire un texte avant le spectacle, alors qu'on fait le spectacle, c'était un peu quand même un acte de désobéissance. C'est un peu, donc on a dû un peu contrer ça, mais finalement je pense qu'on a quand même, enfin leurs manœuvres n'ont pas fonctionné, je pense, même si c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait pas plus que ce qu'on a fait là. Pardon, j'avais pris des notes. Donc voilà, on a fait une intervention en manif. On a aussi organisé des soirées de soutien dans des différents lieux, des théâtres à Nancy, où on reverse l'argent aux caisses de grève. C'est assez intéressant de voir tout ce qui peut se faire, un peu la créativité qui se fait lorsqu'on se dit qu'on n'est pas prêt à faire grève. Néanmoins, je reste convaincu que c'est quand même par là qu'on peut envisager une victoire à une grève qui... je dirais pas que la grève n'a pas marché, je dirais que la grève, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit plus importante et qu'elle se généralise. Donc, même si c'est ça l'objectif, c'est quand même intéressant... du coup, ce que permet le temps que libère les quelques grèves, même si elles sont un peu éparpillées, qu'on fait pour pouvoir organiser ce genre d'événements. Et aussi, peut-être, je sais pas, mais de mon point de vue, je vois que j'ai fait face aussi à des collègues qui sont pas forcément, qui n'ont pas le réflexe, qui n'ont jamais mis pied d'une manif, qui n'ont jamais fait grève. Finalement, c'est déjà un premier pas. Aussi, une initiative qu'on avait fait avec quelques collègues au début, c'était, on a rédigé une lettre ouverte au gouvernement, à M. Delevoye et au ministère de la Culture. Alors, bon, personnellement, j'ai pas trop d'espoir à négocier trop avec eux, mais en tout cas, ce qui était intéressant plutôt cette lettre, c'est que c'était l'occasion, on essayé de la faire signer par un maximum de travailleurs du spectacle, surtout des artistes chorégraphiques, parce que, bref, c'est là aussi qu'on avait des contacts. Et en tout cas, c'est l'intérêt de un peu réunir des personnes, même si c'était que pour signer quelque chose. Et donc, voilà, on a fait ça. On a eu 240 signatures d'artistes chorégraphiques de différentes structures, ou pas d'ailleurs, d'intermittents. Voilà, je continue un peu. Oui, donc dire quand même que ça reste quand même si c'est modeste, c'est quand même historique. Il n'y a jamais eu de grève au Ballet de Lorraine. Ça fait 50 ans que le ballet existe. C'est quand même assez cool. Au moins ça. Donc sur 50 salariés, on n'a pas été non plus tous en grève, mais quand même, ça dépend
13 les meilleurs jours, 5-6 les moins bons. Voilà. Ensuite, pour parler un peu plus où on en est et la suite, oui, je pense qu'un des problèmes qu'on a, un des freins à la généralisation de la grève, après je dis pas que c'est la solution, hein, mais en tout cas, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est réussir à redonner la confiance dans une stratégie gagnante. C'est vrai qu'on a eu des échecs pour le travail, enfin beaucoup d'échecs en fait, où on a l'impression qu'on fait grève pour dire qu'on l'a fait, mais pas tellement parce que c'est comme ça qu'on va gagner. Et donc, bon, voilà, en tout cas, je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner, vers comment est-ce qu'on peut avoir un discours aussi où on convainc les personnes qui n'ont pas fait le pas de se mettre en grève, de dire, en fait, faites-le comme ça on va gagner, et pas juste faites-le parce qu'on est du bon côté ou je ne sais quoi, ou des trucs un peu qui peuvent être plus de posture que de vraiment stratégie. Enfin bon. Sinon, très très concrètement, dans la culture, enfin en tout cas certains acteurs de la culture, on réfléchissait à une semaine un peu d'action, celle du 9 au 13 mars, notamment parce qu'il devait y avoir le 12 mars le CNPS, donc le Conseil national des professions du spectacle, sauf que notre ami Monsieur Riester a annulé parce qu'il a mieux à faire, notamment pour sa campagne municipale. Donc l'idée c'était de faire une grande action le 12 mars, mais aux dernières nouvelles on n'a pas encore lâché l'affaire, même si le CNPS n'a pas lieu. L'idée ça aurait été d'envisager des actions, justement plutôt d'interpeller où est Riester. Et du coup, ce qui était intéressant peut-être, c'était plutôt que de faire un rassemblement à Paris, de pouvoir mettre aussi en région, que tout le monde cherche Franck Riester là où il est. Ça permettrait aussi d'avoir des actions en région. Après, est-ce que c'est très porteur, parce que Franck Riester, en fait les gens ne savent même pas qui c'est, mais c'est aussi peut-être l'occasion de pouvoir aussi communiquer et rendre visible des choses plus spécifiques à nos secteurs. Et oui, parce que par rapport à ça aussi, un peu mes constats, enfin nos constats, c'est sûr que cette réforme elle est mauvaise pour tout le monde et c'est important de garder en tête. Moi je trouve ça très, très porteur de voir que même ceux qui ont des régimes spéciaux, la SNCF, la RATP, d'avoir pour mot d'ordre le retrait du projet de loi. Donc c'est important d'avoir cette vision vraiment, en effet, vraiment convergente et globale. Mais je pense que c'est aussi une stratégie pour mobiliser les gens, de les toucher dans leur secteur. Et je pense que je me rends compte que voilà, mes collègues, je pense qu'il est important qu'ils comprennent pourquoi ils ont leur rôle à jouer et qu'on ne peut pas juste se reposer sur l'avant-garde militante qui fait grève pendant... d'ailleurs, c'est des héros, des personnes qui font grève si longtemps. Mais bref, parce que c'est une cause commune, ça ne veut pas dire qu'on peut se reposer sur les autres, qu'il faut à la fois prendre conscience bref, pour dire que je n'oppose pas l'aspect convergence et unité et le fait d'avoir aussi des stratégies et des actions plus spécifiques pour mobiliser et sensibiliser chaque personne par rapport à son rôle à jouer et même un rôle d'information, de dire en fait là dans le secteur ça craint parce que, et notamment il y a un point que je voulais pardon. Merde. Non, encore un point rapidement alors, parce qu'il faudrait donner la parole à votre juste voisin et pardon. avoir un temps de discussion. Petit point d'information sur ce qui se passe un peu dans les négociations, en tout cas plutôt dans les concertations. Il est question de mettre à contribution le budget du ministère de la Culture pour compenser notamment, notamment pour des mesures par rapport aux auteurs et autrices, mais aussi pour cette question d'abattement professionnel dont je vous ai parlé. Ça pourrait revenir à 400 millions, 450 millions d'euros par an. Et ça aussi, ça a des conséquences qui seraient forcément importantes sur l'activité, sur la diversité aussi culturelle, parce qu'on sait qui sera sacrifié en premier. Et puis, mais bon, ça c'est pour les premières années, cette mise à contribution du budget de la culture pour que petit à petit les cotisations des travailleurs du spectacle augmentent pour compenser. Voilà. Merci Tristan. Donc, Renaud, de l'Opéra de Paris. Tu me laisses ton téléphone, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Okay. On va me mettre en contact. Bonjour, ça va ?
Merci aux organisatrices et aux organisateurs. Effectivement, c'est super important de se rencontrer et de se fédérer pour la suite. Alors, combien de temps, s'il te plaît ? Une dizaine de minutes ? Oui, ok. Alors, donc moi je suis tapissier de la salle du Palais Garnier et j'ai actuellement un mandat de délégué syndical au sein du syndicat Sud Spectacle. Alors, donc il y a 3 points, les raisons de la mobilisation, quelle forme ça a pris et où on va. Alors les raisons de la mobilisation, ici, je crois que ça a été répété, ok, on n'en veut pas, c'est une abomination, c'est une abjection. Cette contre-réforme qui veut nous être imposée, il n'y a pas de négociation, ok, c'est pas des négociations. Parce qu'une négociation, c'est tu lâches un peu de l'est en face, on discute, il y a un cadre, etc. Donc, nous, on n'a jamais vu ça, les délégués les plus anciens n'ont jamais vu ça, sont assez sidérés de voir un niveau soit d'incompétence ou, j'ai entendu le mépris, je penserais plutôt pour ça, hein. Voilà, mais un mépris tout royal, et je pèse mon mot parce que... ça, c'est un canard qu'on édite, nous, là, notre syndicat, qui s'appelle « On n'en parle pas ». Vous pourrez en prendre un, évidemment, parce que la direction en fait un qui s'appelle « On en parle ». Voilà. Et notamment, il y a un article dedans, on a moins travaillé que d'habitude. Quoi ? Bah ouais. Et bien sûr, je t'en prie, vas-y. On a moins travaillé, mais parce qu'en page intérieure, il y a un article du Monde où notamment il y a Bernard Stiegler, mais j'en oublie, c'est un article de fond sur cette contre-réforme. Donc, l'Opéra national de Paris, c'est 1600 salariés en CDI, ce sont environ 400 équivalents temps plein, donc ils sont intermittents du spectacle, eux. C'est donc un régime spécial avec des ouvertures de droit à la retraite variées et différents selon les catégories artistiques, techniques, pour cause de pénibilité. Donc le corps de ballet a une ouverture de droit actuellement à 42 ans. Ça fait qu'en fait, une fois qu'ils rentrent à l'école très, très jeunes, ils font leur carrière. Quand ils arrivent à 42 ans, tu danses moins bien. Donc là, tu as droit à une pension qui te laisse la possibilité de te reconvertir tout en bénéficiant de cette pension qui va t'accompagner dans ta vie. Et pour tout ce que tu as donné pour ta passion. Et c'est pas parce qu'on est dans des métiers de passion qu'il ne doit pas y avoir de droit du travail. Ça, c'est toute une culture aussi à... Et je pense que les personnes qui nous dirigent abusent allègrement de nos passions qui nous appartiennent et que nous mettons en œuvre avec nos corps aussi, puisque il y a des pathologies mais enfin, là je parle de l'opéra, d'accord, on sait bien qu'il y a des pathologies partout, mais on va dire que ce qui s'appelle régimes spéciaux sont en fait des régimes précurseurs qui ont été des modèles pour développer ensuite le régime général tel qu'il existe encore à ce jour en France, et donc qui est une prise en considération de la réalité du monde du travail, et qu'en fait d'avoir le droit de ne pas mourir au travail, et éventuellement d'avoir du temps pour vivre après une vie de labeur. C'est tout un modèle de société. Et donc là, la personne notamment qui a dit qu'il y a des personnes qui n'étaient rien, bah voilà, ça y est, on a notre Thatcher à nous, puisque Margaret Thatcher avait dit « There is no society », il n'y a pas de société. Et effectivement, là, ce qui se met en œuvre, c'est de détruire tout ce qui fait lien, et notamment la culture. La culture, c'est ce qui nous restera quand on n'aura plus rien. Donc si on ne peut... Bon. Mais en attendant, on a encore plein de choses, mais la digression, ça fait partie de mes spécialités. Donc ok, donc en gros, l'application de cette contre-réforme à l'Opéra de Paris détruirait complètement le modèle de l'opéra, c'est-à-dire que c'est un modèle d'excellence. D'accord ? Et pour arriver à faire ça, il faut, comme ça a été dit, donner des moyens humains
qui implique aussi des moyens financiers, puisque nous avons une histoire sociale, une autre digression, il y a un documentaire qui s'appelle « Un air de résistance à l'opéra », et vous trouverez sur Dailymotion qui raconte ce qui s'est passé sous l'occupation à l'opéra. Donc c'est en ce sens-là que je dis que nous avons une histoire qui est une histoire collective et une histoire plus charnelle aussi dans ce lieu. Donc pourquoi ça va détruire l'opéra de Paris sous sa forme actuelle ? Parce que nous sommes déjà, comme ça a été répété, mais du coup je vais le redire, dans une fragilité du fait de la baisse de la subvention d'État, donc d'une augmentation du mécénat aussi, et puis une réduction des effectifs. Donc là, nous arrivons à peu près à l'os. Nous avons déjà subi différentes contre-réformes qui ont allongé le temps de travail, c'est-à-dire la possibilité de partir à la retraite. Par exemple, des techniciens partent à 55 et c'est passé à 57. D'autres sont passés de 55 à 62 d'un coup. Voilà. Et simplement pour faire un changement rapide en 30 secondes, tu peux pas le faire, quoi. Tu peux pas porter ton décor en courant, c'est pas possible. Bon. Mais en vrai, ils s'en foutent, les gens en face de nous, je le crois. Et je suis pas le seul. Ils se moquent littéralement de savoir si ça va fonctionner ou pas. Bon. Ça pourrait avoir un côté déprimant, mais je pense que ça fait partie de la stratégie qui est mise en place. Et que face à cette stratégie, la nôtre doit être une stratégie collective. Car après tout, c'est la seule force, mais qui est puissante, et que nous ayons. C'est pour ça que c'est très bien que ça se passe aussi dans une université, là, cette rencontre. Comme ça a été noté, il y a les personnes qui ont fait grève le plus longtemps, tout un tas de secteurs qui ont fait grève, sont pas directement concernés vont pas être impactés à titre personnel, d'accord ? Parce qu'il y a des clauses dites du grand-père ou de la grand-mère, d'accord ? Toi, t'es pas concerné, mais en revanche, les autres qui arriveront après, d'accord ? Et donc la majorité des personnes qui font grève pour le collectif. C'est important de le souligner. Et là, en parlant des danseuses et des danseurs, le corps de ballet, dans son ensemble, a refusé, ce qui est une prise de position très forte, absolument d'une dignité absolue. Ils ont refusé la clause dite du grand-père ou de la grand-mère. Et ils ont fait une communication en disant « Nous ne serons pas la génération qui va sacrifier la prochaine génération. » Puisque le corps de ballet, ça remonte à Louis XIV. Et donc, c'est des générations qui se transmettent un savoir. C'est pareil pour nos métiers, autant artistiques que techniques. Donc, il y a des transmissions de savoir et on aimerait que ça puisse continuer comme ça, sauf que là, on est... Ça va pas pouvoir continuer à se faire si les politiques néolibérales continuent de se mettre en œuvre, en fait, puisque ça rend impossible, en fait, la préservation, j'ai envie de dire, là, de la culture en règle générale, au bout d'un moment. Voilà. En tout cas, d'une culture pour toutes et pour tous. Voilà. En gros, voilà, les raisons de la mobilisation, c'est ça. Les formes que ça a pris, alors ça a vraiment été génial, mais ça a déjà été dit ici, ça a été dit par toi aussi, parce qu'il y a de la joie dans le fait de se mettre en lutte. Ça a vraiment, ça c'est assez exceptionnel, ça a fait sauter des digues, ça a cassé des murs, ça a fait tomber des murs entre les différents services, et notamment entre les services artistiques et techniques, parce qu'effectivement, quand on fait grève et qu'on fait des AG, on a le temps de se parler, de se rencontrer, tu t'aperçois, ah bah tiens, dans le chœur, il y a plein de gens super sympas, ah bah à l'orchestre, il y a plein de gens super sympas, bah dans le corps de ballet, dans le corps de ballet aussi, et puis vice-versa, voilà. Donc en fait, ça a absolument revitalisé l'Opéra de Paris, qui va bien finalement, en fait, pour les gens qui bossent. D'accord, les personnes qui font tourner la boutique, en ce sens-là, ça va bien. Avec des perspectives très difficiles en même temps. Que je viens de vous exposer succinctement, enfin, à peu près. Sinon, ça c'est vraiment assez extraordinaire, en fait, vraiment. Et je reviens là-dessus parce que le fait de travailler dans le spectacle vivant, on n'est pas là par hasard. Et
à quoi ça sert la culture en fait, puisque ce qu'on fait tous les soirs, déjà le fondement de notre travail est un travail collectif. Et ça fonctionne seulement avec notre consentement. C'est-à-dire il faut qu'on ait envie que ça se passe bien, parce que ce que tu vas donner de toi, c'est plus qu'une automatisation. Il faut qu'il y ait une adhésion en fait à ce que tu vas faire pour que ça fonctionne bien et pour que ce soit beau, parce que c'est ça le job, le boulot, pardon, le boulot qu'on fait. Ce pourquoi il y a un public qui vient, c'est pour voir du beau. Le problème, et ça on est donc dans une violence aussi là-dessus, c'est qu'en fait on nous demande de produire du beau, et en fait on nous demande, nous désirons produire du beau, mais peu à peu on nous enlève les moyens de cette beauté, de produire cette beauté. Et donc je reviens là-dessus avec un souverain mépris. Donc du coup, je ne rentre pas dans les détails de l'organisation de la grève. C'est la grève la plus longue qu'ait connue l'Opéra national de Paris. Ça a été une grève où aucun spectacle n'est sorti du 5 décembre au 24 janvier. Tous les services se sont mis dans la bataille. C'est ça qui a recréé de la solidarité, fondamentalement. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Qui fait grève aujourd'hui? Comment on s'organise? Alors où va-t-on? J'ai envie de vous dire jusqu'au retrait. Et puis au-delà aussi. Ça, c'est un technicien qui m'a dit ça une fois, le retrait et au-delà. Et effectivement, parce que finalement, il est à craindre que qu'il y ait un retrait de ce projet mortifère. Ce serait en soi une victoire, effectivement. Mais c'est à chaque fois, là, nous sommes en train de... On se prend des coups depuis des années. La précarité, elle gagne partout. On se prend des coups. En fait, on résiste. Mais on n'est plus dans une dynamique de création collective, de quel monde on veut vivre. Et on sent que les choses nous échappent collectivement. Et je crois que là, du coup, ça dépasse l'Opéra de Paris, parce que c'est ce qui se vit. C'est difficile, il est très difficile ce conflit, en fait, à vivre. Parce que quand vous êtes lancé dans une grève qui ne s'arrête pas, il y a une dynamique qui s'instaure. Et à un moment, nous avons décidé collectivement, et ça n'a pas été facile, de reprendre le boulot tout en continuant de marquer notre mobilisation pour le retrait de cette contre-réforme sur les journées d'action nationale. C'est ce que nous avons fait. Et là, les journées d'action nationale, elles ont tendance à s'étirer. À un moment, on était à une fois par semaine, et là maintenant, c'est le 31 mars. Donc il faut collectivement nous réinventer, comment nous gardons une dynamique. D'un autre côté, tu ne peux pas faire grève tout le temps, pour des raisons financières qu'on connaît tous. Donc j'ai envie de dire que où va-t-on là j'ai envie de citer Gramsci, un philosophe italien qui était un des fondateurs du Parti communiste, qui a été assassiné par les fascistes, et qui disait, et qui a dit beaucoup de choses très intéressantes, mais notamment qu'il fallait savoir allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. Bon, et donc je pense qu'il nous faut être volontaire. Merci. Merci infiniment à tous. On a un moment de discussion. J'étais frappée en vous écoutant là, de la manière dont ça résonnait avec les mobilisations à l'université et les réformes qui touchent l'université, notamment qu'on regroupe souvent sous le nom de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, mais qui verra peut-être pas le jour. En tout cas, tout ce que vous décrivez, enfin un grand nombre de choses que vous décrivez pourrait s'appliquer à l'université. On va ouvrir tout de suite la discussion, une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus si vraiment c'est nécessaire, et puis après on ira prendre un verre tous ensemble.